Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hier soir donc, le Paris Saint-Germain a absolument éteint le Real Madrid au Parc des Princes, victoire 1-0 au bout du bout grâce à cette réalisation signée Kylian Mbappé, mais derrière l'exploit individuel, il y a une performance collective de haut rang sur laquelle je voulais revenir. On a fait le débrief à chaud hier au coup de sifflet final, aujourd'hui, et c'est un petit peu quelque chose qu'on va mettre en place sur les prochaines semaines et sur toute cette saison, c'est l'analyse à froid du lendemain, en images, avec plein de trucs tactiques à détailler. Voilà, c'est ce qu'on va faire sur les prochaines minutes. Comment est-ce que ce Real Madrid, qui jusqu'alors plafonnait à peu près 60% de possession en Ligue des Champions, a été réduit à peine plus de 40, il me semble 43 hier. Comment est-ce que ce Real, qui était la deuxième équipe qui tirait le plus des 16 équipes engagées en Ligue des Champions, 110 tirs, volume total, 18 par match en moyenne, comment est-ce que ce Real a été réduit à 3 tentatives à peine contre 21 pour le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui explique que les Parisiens aient à ce point-là écrasé le rapport de force? Et qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? Qu'est-ce qui nous montre sur le terrain? Qu'est-ce qui explique sur le terrain qu'il n'y a eu qu'une seule équipe sur cette pelouse hier soir? Voilà, on est parti pour ce débrief, cette analyse à froid. L'idée, c'est d'explorer via 3 thèmes principaux les raisons pour lesquelles la flamme madrilène a été éteinte. Et c'est pour ça que cette analyse à froid porte, en l'occurrence, particulièrement bien son nom. La première raison pour laquelle la flamme madrilène a été éteinte, c'est qu'elle a été absolument asphyxiée. Elle a manqué d'oxygène. Et ça, on le voit sur les phases de pression. Je pense une approche et une partie du jeu sur laquelle on n'attendait pas nécessairement les joueurs parisiens. Encore moins à la contre-pression, ce qui va venir plus tard, mais ici, c'est simplement une séquence de 6 mètres, donc de pression haute, permise par quelque chose qui était assez original, c'est le placement de Danilo Pereira, qui était en réalité pendant la plupart du match une forme de 3e défenseur central, aux côtés de Marquinhos et aux côtés de Kimpembe. Donc marquage plutôt en individuel, parce qu'en gros, là, Kimpembe qui est en train de dire à Nuno Mendes, monte et va couvrir plutôt cette zone, ce qu'il va faire, on le verrait sur les prochaines images si je vous les montrais. Mais en gros, plutôt une individuelle derrière, avec Danilo Pereira sur Vinicius, Marquinhos sur Karim Benzema, et Kimpembe qui est prêt à sortir ici sur Marco Asensio, ce qui permet aux joueurs du Parisien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pas aux joueurs du Parisien, aux joueurs du Paris Saint-Germain, d'être assez haut sur le terrain. En l'occurrence, Verratti qui couvre Luka Modric, Paredes qui est prêt à bondir sur Toni Kroos. Très difficile pour le Real Madrid qui a souvent voulu usiter cette solution du 6 mètres joué par un défenseur central, Eder Militao en l'occurrence, sur Courtois pour qu'il soit au milieu, pour qu'il ait plusieurs options en face de lui, mais qui a très souvent abouti sur des ballons longs jetés. En l'occurrence, le Real Madrid est un petit peu paralysé par cette approche, trouve pas de relais dans l'entrejeu, parce qu'il y a beaucoup trop de densité ici, et 20 secondes plus tard, cette situation donnera un corner pour le Paris Saint-Germain, donc un vrai échec. Donc ça, c'est la question de l'approche sur 6 mètres. Aussi, dans l'entrejeu, je pense que c'est ça qui a le plus causé de soucis aux Madrilènes, un marquage en individuel très serré de Marco Verratti sur Luka Modric, peut-être pas l'individuel pur, mais c'était hyper serré et intense, peut-être plus une question de zone avec des joueurs qui se retrouvaient dans la même zone. En tout cas, Luka Modric a eu peu d'espace pour respirer, Verratti l'a beaucoup suivi. Ça, c'est sur le début d'action. Quelques secondes plus tard, voilà, on retrouve cette densité énorme portée par les Parisiens dans l'entrejeu, où on a le trident de l'entrejeu, Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti, qui est présent ici. Ça, c'est l'entrejeu madrilène, ça, c'est l'entrejeu parisien. On voit que tout se passe sur un tout petit carré. Et intéressant de voir ici que même si, par exemple, Luka Modric recevait le ballon, même si Casemiro recevait le ballon sur une transmission d'Eder Militao, il serait dos au jeu avec le porteur qui a 1 mètre et demi derrière eux, donc forcément il serait contraint à jouer négatif, à moins d'une prise de balle extraordinaire et un peu risquée. Donc voilà, cette densité parisienne dans l'entrejeu, et cette incapacité pour les Madrilènes de passer par leur milieu de terrain, leur plaque tournante, ce qu'on avait souligné comme étant leur horlogerie fine, mi-montre sous-marine, parce qu'à la fois très technique, précise et résistante à la pression, bah là en l'occurrence n'a pas été très sous-marine, n'a pas su bien résister à la pression. Alors du coup, ce que le Real a fait, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises, c'est passer par les côtés. Là, on voit en fait Eder Militao, 5 secondes plus tard, va tenter un petit ballon au-dessus d'André Di Maria ou de Kylian Mbappé à destination de Dani Carvajal, le trouver. Mais là, encore une fois, bonne attitude parisienne pour opérer sur ce genre de situation, avec la sortie de Nuno Mendes, que j'ai trouvé très tonique, très agressif, très bon dans le duel, et qui a commencé à gêner Dani Carvajal,
Et ensuite, retour aussi avec une mauvaise touche de balle de Luka Modric, retour de Nuno Mendes, qui a été assez actif dans sa zone et qui a, dans une certaine mesure, limité ce que le Real Madrid pouvait faire sur les côtés aussi. Donc quand l'entrejeu est compliqué, quand les côtés c'est compliqué, voilà, Real a eu très peu d'air, a été asphyxié, c'est pour ça que sa flamme s'est éteinte en bonne partie. Et puis ce qu'on va souligner quand même, c'est que, vous voyez, Nuno Mendes qui était ici, qui se retrouve là quelques secondes plus tard, il y a tellement plus de mobilité côté parisien aussi. Et ça te permet plus facilement d'éteindre la flamme quand tu peux te déplacer plus vite, gagner des mètres par rapport à ton vis-à-vis et rendre sa création d'espace à lui très complexe. Voilà en gros sur cette situation. La prochaine image que je me suis notée, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sans ballon côté parisien, c'est le rôle de Danilo Pereira, qui est ici, qui était voilà, dans cette posture hybride entre troisième défenseur central et entre troisième milieu de terrain. Mais on voit ici qu'il est plus orienté défenseur central parce que quand Verratti et quand Paredes sont orientés ballon, cherchent à aller chasser pour couper la transmission, pour empêcher le Real Madrid de développer son jeu dans l'entrejeu. On voit très bien ici Verratti qui va venir presser Modric et qui l'empêche d'être une solution. Les deux sont orientés vers l'avant. Danilo Pereira, lui, non. Il change de position, il commence à aller vers l'avant et là il recule parce que lui, son objectif, c'est d'être ce troisième défenseur central qui bloque l'accès à Vinicius. Je me suis dit que cette situation était éloquente parce qu'on a à la fois Marco Verratti et Leandro Paredes, les joueurs de l'entrejeu, qui sont là pour étouffer l'étincelle, dans l'idée d'asphyxier, éteindre la flamme, priver d'oxygène. Eux, ils sont là pour étouffer l'étincelle, l'empêcher de naître. Mais derrière, on a aussi Danilo Pereira qui est là un peu pour confisquer le carburant, si on veut filer la métaphore. Le carburant, c'est Vinicius. Si Vinicius arrive à être trouvé, là, le feu commence à regagner en volume de manière assez significative. Donc, Danilo Pereira, il est plus là pour confisquer le carburant, empêcher le feu de prendre forme sur la suite de l'action. Et il le fait bien. En l'occurrence, le Real Madrid, grâce à un très bon travail de Luka Modric sur cette action, qui pour le coup n'a pas fait un trop mauvais premier quart d'heure, à part le petit ballon raté qu'on a noté au début, le Real Madrid va réussir à s'en sortir avec un bon ballon extérieur de Luka Modric, bon travail de Luka Modric, mais là voilà, à nouveau, on voit le positionnement de Danilo Pereira, il est ici dans un rôle de troisième défenseur central ou de défenseur latéral droit, beaucoup plus bas qu'Achraf Hakimi, à nouveau, qui était plus haut, plus sur un rôle de pression, et qui permet, via son positionnement, de ralentir. Peut-être qu'il n'a pas totalement confisqué le carburant, mais il a limité son potentiel combustible et Achraf Hakimi a pu revenir. Et la situation que ça va être, c'est une défense à 2 contre 1 où Vinicius ne va pas réussir à trouver vraiment d'écart, d'espace. Donc voilà, je trouve qu'aussi c'est un investissement défensif qu'on a retrouvé sur les quelques rares séquences de possession madrilène. Ça c'est la première en fait à la 41e minute de jeu, si vous vous en souvenez, 2 minutes où le Real Madrid commence enfin à s'installer dans le camp parisien. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? Bah là on est très très loin du fameux 7+3 qu'on a observé toute la saison. C'est un 5+5, les 11 joueurs sont présents, Mbappé est revenu, Messi est là, il y a une bonne protection de cette portion axiale du terrain avec du coup aucun mouvement interligne. Bon, Asensio quand même, si on est honnête, réussira ici à décrocher, à demander un petit ballon dans cette zone, mais il est serré et ça donnera absolument rien, il la perdra immédiatement. Mais voilà, ça je trouve ça quand même assez notable. Aucun joueur madrilène présent entre lignes, c'est à la fois une faute madrilène, mais aussi un succès parisien grâce à leur forte présence défensive, un investissement défensif qui n'a pas été que haut sur le terrain. Et quand on parle d'investissement défensif et Paris Saint-Germain, en général c'est antithétique. Bon de noter que ça s'est très bien passé pour eux. Donc voilà, ça c'est ce qu'on trouvait sur les phases de possession classiques, mais surtout peut-être le plus important pour être une équipe moderne en 2022, et là où j'attendais pas du tout le PSG, c'est sur la contre-pression. Non seulement le PSG a bien pressé sur les phases de relance madrilène, mais le PSG a bien contre-pressé, c'est-à-dire que le PSG a bien pressé à la perte. Tout de suite après la perte de balle, mise en place d'une pression d'agressivité, d'intensité, et ce que je trouve marrant c'est que si on mentionne tous les joueurs du PSG, il y a plein de joueurs, il y a plein d'images que j'aurais pu utiliser, mais j'ai pris celle-ci parce que si je vous dis tous les joueurs du PSG, qui est celui qui fait le moins d'efforts à la perte de balle ? Quel est le gars qui vous vient en tête là, qui défend en marchant, qui ne contre-presse quasiment jamais ?
Bah pourtant, ici, c'est lui qui va le faire parce qu'effectivement, même Lionel Messi a été dans le ton. En l'occurrence, ici, il plonge au point de pénalty pour essayer de couper ce centre de Marco Verratti, qui sera intercepté, il me semble, par Casemiro. Voilà, interception de Casemiro, mais Lionel Messi poursuit son effort dans la foulée de sa course, dans la continuité de sa course, poursuit son effort, vient harceler Casemiro, puis Luka Modric. Hop, encore, hop. Il arrive sur Luka Modric, intense, agressif, et pousse Luka Modric à un geste technique raté, une passe qui va aboutir directement en touche. Hop, un peu trop longue pour Marco Asensio. Donc à partir du moment où même Messi est en train de contre-presser, je pense que c'était assez évocateur d'une attitude qui a permis d'asphyxier le Real Madrid. Et ensuite, je m'en suis mis une dernière vraiment pour le plaisir, parce qu'on a parlé hier soir dans le débrief à chaud du très très grand match de Marco Verratti. C'était mon analyse a posteriori, elle est encore plus confirmé quelque part après le revisionnage du match ce matin. Très actif avec ballon, 123 ballons touchés, record du match, mais aussi 3 dribbles réussis sur 3 tentés. Donc très actif avec ballon, mais aussi très actif dans la pression. Et ici, ce que j'aime beaucoup, c'est dans un registre qui est tellement Marco Verratti. En fait, il adore prendre le joueur en sandwich entre... disons que le pain du dessus, c'est lui. C'est son tacle un peu lent qui est très difficile à éviter. Et le pain du dessous, du sandwich, c'est la ligne de touche. Guardiola dit, la ligne de touche, c'est le meilleur défenseur. En football, le meilleur défenseur, c'est la ligne de touche. Bon, c'est quelque chose que Marco Verratti a totalement incorporé à sa vision du jeu. Et ici, dans cette situation où Casemiro est un peu bloqué, il ne peut pas aller plus à droite, sinon il sort en touche. Difficile pour lui d'aller plus à gauche parce que Marco Verratti le sert bien. Bah, il déclenche son fameux tacle, gratte le ballon, récupère, et le Paris Saint-Germain peut enclencher une nouvelle séquence offensive. Le Paris Saint-Germain récupère le ballon quelques secondes après l'avoir perdu et continue d'asphyxier un Real Madrid à l'agonie. Donc voilà, ça c'est sur notre première partie, l'asphyxie et la pression qui a conduit le Real Madrid à manquer d'oxygène. La deuxième raison pour laquelle la flamme madrilène a été éteinte, c'est qu'elle a pris des vagues, c'est qu'elle a été un peu inondée, c'est qu'elle a pris des torrents, en gros il y a eu de l'eau, et la flamme madrilène s'est éteinte. Je me suis dit que ces brèches ont laissé couler trop d'eau. Donc on va le voir ici, et on va passer sur les phases du Paris Saint-Germain avec ballon. Hop, excusez-moi. Danilo en troisième centrale, c'est encore une idée qu'on avait évoquée. On l'avait évoqué sur la phase défensive, c'est aussi le cas avec ballon, et on voit ici son alignement plutôt avec Marquinhos et Kimpembe, Paredes qui est un cran plus bas aussi dans une optique de construction. La distance du bloc madrilène, je trouve, par rapport aux joueurs de préparation, ces 4 joueurs de préparation, la distance du bloc madrilène est folle. Les gars sont vraiment dans un fauteuil. Et du coup, on a tous les joueurs offensifs parisiens qui en profitent, qui sont ici, qui se calent dans l'interligne. Marco Verratti aussi un cran plus haut, et qui font naître plein de petites brèches qui fissurent le bloc madrilène, qui est obligé, pour ne pas être trop fissuré, d'être assez dense sur la largeur. Et quand tu es trop dense sur la largeur, le problème, c'est que tu laisses aussi beaucoup d'espace ici sur les côtés pour des latéraux qui se sont régalés, qui étaient collés le long de la ligne de touche, Hakimi, Nuno Mendes, qui ont fait de bons matchs, voire peut-être très bons matchs pour Nuno Mendes. Donc le PSG avait le meilleur des deux mondes, beaucoup de présence interligne, et une couverture et des gars sur les flancs qui bénéficiaient de pas mal d'espace. Je pense ça en grande partie grâce à ce système qui faisait reculer Danilo Pereira un cran plus bas et qui créait une nette supériorité à la relance. Je pense aussi que le Real Madrid avait un petit peu peur, voulait couvrir le plus possible ces espaces, la largeur de ces 4 gars. Si n'importe lequel de ces 4 gars touche le ballon entre les lignes, t'as un peu peur. Donc c'est aussi l'approche du Real. Mais voilà, ils sont obligés de laisser beaucoup d'espace sur les flancs pour réussir cette approche, pour la faire aboutir. Et ça a été problématique parce que du coup, les Parisiens se sont régalés sur les flancs, un espace dont peuvent profiter en l'occurrence Nuno Mendes et Kylian Mbappé, donc Nuno Mendes et Hakimi, mais qui facilite aussi les prises de balles excentrées de Kylian Mbappé. En plus, je veux dire qu'un Mbappé excentré, c'est pas du tout une mauvaise chose pour lui. Il y a des gars que tu veux surtout éloigner de l'axe, disons que du point de vue du Real Madrid, c'est pas du tout une bonne chose que d'avoir un Kylian Mbappé excentré. Il y a des gars que tu veux absolument éloigner de l'axe, plus ils seront loin de l'axe, moins ils seront dangereux, tu les sors quasiment du match en les sortant de l'axe. Mbappé excentré, en fait, c'est presque le contraire, ça veut dire plus de distance par rapport à son vis-à-vis, donc plus d'espace pour prendre de la vitesse, exactement ce qu'on va retrouver ici, sur cette situation. Donc là, il est trouvé dans une belle poche d'espace, hop, et avec ballon, il va pouvoir attaquer Dani Carvajal. Mon trait est un petit peu gros, désolé. Il va pouvoir attaquer Dani Carvajal, qui est un carré
de terrain, un peu plus, qui est trop loin, et ça permet à Mbappé de prendre de la vitesse. Ça, c'est au bout de 4 minutes de jeu, c'est la situation dans laquelle il va totalement le dévorer, avec ce qu'il adore faire, cette feinte de frappe ou de centre intérieur, pour ensuite prendre l'extérieur, le zig, le zag, centrer en retrait pour Angel Di Maria, qui malheureusement ne convertira pas. Il me semble que le ballon passe juste un cran au-dessus. Flèche inutile. Voilà en gros sur ces vagues parisiennes. Encore un exemple ici, je trouve qu'il était intéressant, avec Danilo qu'on retrouve dans ce rôle de troisième central du 3-4-3 parisien à peu près, donc on a les 3 défenseurs centraux ici, on a les 3 attaquants ici, Di Maria, Messi, Kylian Mbappé, et cette ligne de 4 avec à nouveau des joueurs de couloir qui ont beaucoup d'espace sur leur flanc, en particulier Nuno Mendes dans le cadre de cette action, parce que Hakimi est plutôt côté porteur. Bref, positionnement intéressant de Danilo Pereira, et du coup, grosse densité de joueurs entre les lignes, tellement de joueurs qui sont calés ici entre les lignes, menace un petit peu partout pour le Real Madrid, qui a des difficultés sur comment procéder, ce qui fait que, je trouve ça intéressant, même sur une passe négative, ça c'est la passe négative de Danilo Pereira pour Marquinhos, négative c'est pas péjoratif, c'est juste dire une passe vers l'arrière quoi, même sur une passe négative où la plupart du temps les joueurs aiment bien utiliser ce temps de passe pour aller presser, pour faire grimper le bloc, on voit que c'est peut-être un petit peu l'idée de Luka Modric ici, même sur cette passe négative, on va voir que ça change pas grand chose, en fait le bloc ne bouge pas trop, est tellement préoccupé par cette densité entre les lignes, par les gars qu'il faut couvrir entre les lignes, plus les joueurs de flanc, il y a tellement de choses à faire qu'en fait l'idée d'aller attaquer les porteurs de balles ici, c'est même pas une vraie idée, et ça fait que Marquinhos est dans un fauteuil, peut déclencher cette passe qui casse une ligne pour aller trouver ici Angel Di Maria. Sur l'action, j'ai pas l'image exacte, mais très bien joué de Paredes qui laisse filer le ballon entre ses jambes, hop, quelle est la conséquence de cette situation? 1, 2, 3, 4, 5 et 6 joueurs madrilènes battus par une passe. Angel Di Maria trouvé au cœur du jeu. Le Paris Saint-Germain en situation de, on va dire, allez, 3 contre 2 en supériorité locale, 5 contre 4 par rapport aux 4 défenseurs qui sont ici. Bon, tout ça permis parce que le Paris Saint-Germain, sa supériorité structurelle, systémique, lui a permis d'agir dans un fauteuil, a permis à Marquinhos d'adresser cette passe sans aucune pression. Voilà. La raison pour laquelle cette flamme madrilène a été éteinte, c'est en bonne partie parce qu'il y avait trop de brèches et l'eau coulait de toutes parts. Simplement, le feu a perdu contre l'eau aussi dans une certaine mesure. Et enfin, si on peut revenir, la troisième raison pour laquelle cette flamme madrilène a été éteinte, c'est aussi parce qu'elle a été confrontée, c'était une petite étincelle qui a été confrontée à un incendie qui a tout ravagé sur son passage, et là, on va revenir sur le plan individuel pour parler du match de Kylian Mbappé, qui a été phénoménal. Un coup d'œil aux stats, d'ailleurs, le confirme, je ne les ai pas ici, mais un coup d'œil aux stats confirme le grand match de Kylian Mbappé, parce qu'il fait un match à 4 dribbles réussis, 7 tirs et 29 crises cardiaques de Dani Carvajal. On va le voir ici sur cette séquence, ça c'est au bout de 8 minutes de jeu à peine. On avait discuté du moment où il fait l'intérieur puis l'extérieur, le centre pour Angel Di Maria. Quelques minutes plus tard, à peine, très tranchant à nouveau, confiance totale en ses qualités. Il attaque la surface à 1 contre 2 et en réalité dans une zone, bon voilà, 1 contre 4 quasiment. C'est pas quelque chose qui le dérange. Tu dois avoir assez peur aussi quand le gars en face hésite pas à faire des choses comme ça. Il a une grosse confiance en ses qualités et il réussit presque à les passer d'ailleurs dans un mouvement assez caractéristique qui rappelle un peu celui de son but en fin de match. Extérieur puis intérieur, gagne le corner. On a tout de suite senti que notre ami Kylian Mbappé était dans un très grand soir. Ce que je trouve fou aussi, c'est qu'il est capable de partir 3-4 mètres derrière Dani Carvajal ici, qui est relativement haut, mais qui n'est pas à la médiane non plus, et il y a genre 30 mètres d'espace dans son dos, peut-être même seulement 15 avec Thibaut Courtois par rapport au positionnement de Courtois, peut-être un peu plus, 20, quelque chose comme ça. Mais le moment où Messi transmet le ballon, ce que je trouve fou, c'est que Kylian Mbappé, il n'est pas obligé d'être à cheval sur la ligne du hors-jeu. C'est pas comme un Burak Yilmaz qui doit compter, faire ses calculs d'apothicaire et compter chaque centimètre pour pouvoir peut-être battre son vis-à-vis. Kylian Mbappé, il peut partir, allez, on va dire 3 mètres derrière Dani Carvajal et le battre sur une course de 10-15 mètres. On va le voir peut-être sur l'image ensuite. Hop, réussi, ça c'est le moment où Lionel Messi transmet le ballon, hop,
hop, et se trouve en position de face à face. Comment est-ce que tu veux défendre sur ce mec? C'est juste un cheat code humain. On voit aussi son petit axe d'amélioration sur cette action, c'est quelque chose que je voulais souligner, que je trouve intéressant. On voit son petit axe d'amélioration, c'est sur la finition. Avec cette reprise pied gauche, j'aimerais voir quelque chose d'un peu mieux. Ici, peut-être, je m'attendais à voir je crois qu'il ne choisit pas exactement la bonne surface de pied, parce qu'elle est un peu molle. Ici, j'aurais aimé voir une reprise un petit peu plus aérienne, peut-être une frappe coup de pied en suspension, une finition David Trezeguet, Andrei Shevchenko. Les deux étaient capables de finir comme ça, pied faible. Sur ce ralenti, si vous regardez ensuite de votre côté, image par image, on voit qu'il n'est pas hyper bien coordonné du pied faible. Il détache son sol déjà en position plat du pied. En fait, au moment où il le sort du sol, il est déjà en position plat du pied, ce qui lui fait perdre beaucoup en vélocité. Je trouve qu'on dirait un peu un mouvement de putter, c'est un peu un tir mini-golf, quoi, où il veut juste faire passer son pied tout droit en plat du pied, de haut en bas ou d'arrière de derrière à devant, quoi. Très mal dit. Mais en gros, le mouvement de putter. Et voilà, comme quoi on peut toujours progresser. La prochaine fois, j'aimerais voir quelque chose un peu plus coup du pied, un petit peu plus aérien. Je pense qu'il y avait la possibilité pour. Donc ça, c'est sur Kylian Mbappé, sur cette situation-là. Je trouvais aussi un petit exemple, mais sa capacité à faire sortir le Paris Saint-Germain de la pression, ça c'était en tout début de match, au bout de 30 secondes de jeu. Je crois que ça a vite calmé le Real Madrid sur ses ambitions dans la moitié de terrain parisienne. On les voit ici en marquage individuel, prêts à sortir, à jaillir et à contre-presser. Bon, Kylian Mbappé, sur une touche de balle, hop, bat totalement Casemiro. Casemiro, et va réussir à enchaîner ensuite derrière. Ça va donner une super situation de transition offensive pour le Paris Saint-Germain, ou en tout cas de projection rapide. Donc voilà, ça a dû leur faire un petit peu peur. Hop, les espaces qui sont ouverts. Un dernier point peut-être, ou un avant-dernier point avant de parler de son but, c'est un peu technique. Bon, vous me direz si c'est intéressant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est que je trouve qu'il y a un truc qu'on ne mentionne pas toujours dans les qualités athlétiques de Kylian Mbappé, c'est son équilibre. On parle souvent de sa vitesse de pointe, son accélération, etc. Mais l'équilibre, je pense que c'est dû à sa très grande tonicité du bas du corps, qui lui permet de multiplier les appuis, etc. Mais ça le rend extrêmement dangereux, constamment dangereux en fait, jamais hors du coup. On voit ici sur cette situation qu'il y a Eder Militao qui s'est retrouvé un peu les 4 pieds en l'air après avoir contré une transmission. Mbappé est totalement à la renverse, donc lui aussi glisse sur la pelouse du Parc des Princes qui était bien mouillée hier. Hop, encore plus ici, mais il va réussir à se retrouver très vite dans une position à nouveau dangereuse en multipliant les contacts avec la pelouse, en multipliant les petits appuis. Hop, puis en écartant très vite, on voit la jambe là qui va partir, hop, et qui va se planter dans le sol, en écartant très vite le bassin pour vite retrouver le maximum de stabilité. On voit que le sol a été rayé par ces mouvements de Kylian Mbappé qui a un petit peu glissé et qui s'est vite ressaisi. C'est peut-être pas parlant image par image, je m'en rends compte là en screenshot, désolé, ça c'est un peu la question de copyright de l'UEFA. Je fais de mon mieux, mais ce que je ferai c'est que je vous uploaderai dans les minutes qui vont suivre, là juste après, si vous regardez la vidéo, normalement c'est bon, je vous uploaderai une petite séquence de 30 secondes en lien privé, que je mettrai en commentaire épinglé, comme ça vous pouvez avoir vraiment les images complètes de cette action qui moi m'ont plutôt impressionné, que je trouvais qui méritait d'être mentionné. Et donc enfin, la dernière séquence, voilà, on voit, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que, et après il est reparti, quoi, il s'est relevé, hop, le passement de jambe, bon, le gars se laisse jamais abattre. Le but, bien sûr, pour terminer, tout part de ce décrochage intérieur, hop, qui lui permet d'être servi par Kimpembe, il va faire une remise en une touche pour Neymar, qui a bien pris le couloir, qui a fait une bonne entrée d'ailleurs, hop, Neymar qui la récupère, talonnade, que j'ai pas mis sur cette situation, et voilà, donc Kylian Mbappé se retrouve dans cette position. Ce que je trouvais ici intéressant, c'est que oui, c'est vrai, il y a une petite course de Neymar pour proposer, mais voilà, il est entre 5 madrilènes, ça va jamais donner quoi que ce soit. Messi est totalement statique, Hakimi toujours dans ses mouvements un petit peu caractéristiques au second poteau, c'est plutôt bien déplacé sur l'action, mais Gaï aussi est statique, Verratti est loin. Globalement, sur cette action, ce que j'aime bien, c'est que je trouve ça très NBA, très basket. C'est le shoot au buzzer, on l'a donné au meilleur joueur, ça fait à peu près aucun doute qu'il est pour lui, et le but des autres, c'est grossièrement de s'écarter, de lui laisser le maximum d'espace pour qu'il réussisse à sortir son tir. En l'occurrence, c'est ce qu'il va faire évidemment.
pleine confiance. Il choisit la trajectoire la plus rectiligne et la plus simple, c'est-à-dire qu'il passe entre Eder Militao et Lucas Vazquez, et ensuite même le tir le plus rectiligne possible entre les jambes de Thibaut Courtois, très légèrement dévié par Fede Valverde. Courtois est battu, ne peut pas grand-chose. Après son immense match, frappe à ras de terre entre les pattes. Bonne nuit. Voilà en gros pour cette victoire totale, une victoire totale permise et on va dire ponctuée plutôt par la qualité individuelle de Kylian Mbappé, mais sous-tendue par la performance collective de haut rang du Paris Saint-Germain. Je trouvais qu'après le débrief à chaud, ça méritait une analyse à froid pour un Paris Saint-Germain qui a livré peut-être son meilleur match européen des dernières années, peut-être des 2 dernières saisons. Il y a eu des grandes performances, des performances marquantes, mais là sur la domination totale qui a été imprimée de la première à la 90e minute, j'étais vraiment scotché par ce match, et je pense que ça se voit vu que la vidéo fait plus de 25 minutes. Sans doute que le Real s'adaptera au retour et on aura plein de choses à dire d'ici là. Mais c'est un premier test très concluant. Je m'arrête ici, j'en dis pas plus. J'espère que ça vous a plu, que ce genre d'analyse un petit peu plus détaillée, même si parfois un peu fouillée. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de lire de bonnes choses. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine. À bientôt. Bisous.